Donc là, les éléments que je vais présenter, ça va être sur la base d'échanges qu'on a pu avoir avec différentes CAF et également sur la base des travaux d'accompagnement au CTG qu'on a pu mener avec différentes collectivités partout en France. Que ce soit des CTG communales ou des CTG intercommunales. L'objectif, ça va être de partager nos éléments et puis surtout de pouvoir vous questionner et d'avoir un peu une grille de lecture, une grille d'analyse sur les questions à se poser au moment de la mise en place de la CTG, puisque la question d'évaluation se pose très vite lors de la mise en place. Et puis après, au long cours, une fois que vous avez testé déjà des outils. Donc voilà, ça ne vaut pas vérité absolue, mais c'est plutôt des éléments de partage, des retours d'expérience qu'on trouvait intéressant de partager avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à prendre la parole et à partager vos retours d'expérience ou vos questionnements. L'idée, c'est de se dire à quoi est-ce qu'il faut penser quand on fait une évaluation de CTG. Voilà, nous, ce qu'on a vu, comment ça peut se présenter. Peut-être aussi les questions à poser à vos élus. Et les différentes directions que l'évaluation de la CTG peut prendre en fonction de vos réalités territoriales, de votre organisation, des partenaires associés, de vos moyens, etc. Voilà pour le préambule. Alors, c'était peut-être un peu long. J'espère que tout le monde est encore là. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de faire un petit brise-glace, mais un brise-glace adapté au webinaire. Donc, chez ITEA, on aime bien faire des brise-glaces pour commencer les réunions. Donc, ce que je vous propose, c'est de définir en un mot, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une évaluation de CTG réussie et d'écrire le mot dans l'espace de discussion, dans le chat de Zoom. Alors, si vous cherchez, il y a une petite barre, soit en haut, soit en bas de votre écran, où il y a marqué discussion. Et donc là-dedans, vous pouvez marquer le mot que ça évoque pour vous, une évaluation de CTG réussie. Et on regardera ce qu'il en ressort. On peut se laisser 1 minute ou 2 minutes pour faire ça. Ok, super, merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, je regarde les mots et on les utilisera un peu plus tard dans la suite du webinaire. Ce que je vous propose comme menu aujourd'hui, c'est une rapide introduction sur les objectifs et les attendus des CTG, avec en tête le fait qu'il y a un référentiel national, il y a des attentes nationales, mais qu'après, chaque CAF va avoir aussi des attentes particulières, des objectifs et des modalités d'évaluation différentes. Et donc ça, on le verra, mais c'est bien un élément à avoir en tête, c'est qu'il y a une ligne conductrice au niveau national, bien sûr, mais après, on a une traduction différente au niveau départemental par chaque CAF. En deuxième point, on verra donc comment évaluer à la fois la démarche globale de la CTG, comment évaluer aussi son pilotage, puisque c'est un outil nouveau, on est sur une première génération de CTG, ou pour les premières collectivités qui ont mis en place le CTG, une deuxième génération, mais donc des premières générations d'évaluation. Et donc, voilà, cet outil nouveau de contractualisation entre la CAF et les collectivités, il est aussi à tester en lui-même. Et donc, ensuite, voilà, l'évaluation des actions. Quels outils on peut utiliser pour faire cette évaluation. En troisième point, donc, comment mobiliser les partenaires, les habitants et les usagers au cours de cette évaluation. Et enfin, quelle organisation interne on peut imaginer pour favoriser l'évaluation de la CTG, sachant que le corollaire de ça, c'est aussi favoriser la mise en œuvre et l'animation de la CTG et pas seulement l'évaluation. Donc, ce que je vous propose comme mode de faire, c'est que moi, à chaque fois, je présente des éléments de réflexion. Et puis ensuite, vous n'hésitez pas à poser vos questions, à prendre la parole pour partager soit vos doutes, soit les tests que vous avez mis en place, soit les réflexions dans lesquelles vous êtes actuellement, pour que ce soit au maximum partagé et vivant.
Donc, pour commencer, sur les objectifs et les attendus des CTG, l'objectif initial de la CTG, c'était, en remplacement des contrats enfance-jeunesse, d'avoir une approche très transversale de l'action auprès des familles et des jeunes, de l'action sociale encadrée par la CAF. Et donc là, l'idée, c'est de décloisonner, de pouvoir avoir plus de perméabilité entre les acteurs, entre les dispositifs, d'avoir vraiment une vision globale, d'où les démarches de diagnostic très diverses d'ailleurs qui sont proposées. Et donc, une intervention sur la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la parentalité, l'accès aux droits et aux services, l'inclusion numérique, l'animation de la vie sociale, le logement, le handicap et l'accompagnement social. Donc, les champs d'intervention de la CAF, en fait, assez classiques, mais approchés de façon transversale, avec l'idée de pouvoir les faire dialoguer et de sortir un peu de cette logique en silo, à la fois dans la mise en place des dispositifs, mais aussi dans les collaborations entre les partenaires, qu'ils soient institutionnels ou associatifs. L'objectif aussi de la CTG, c'était d'avoir un document cadre unique de contractualisation entre la collectivité, donc soit la commune, soit l'interco, et que ce cadre soit le cadre de l'intervention de la CAF et la feuille de route pour 4-5 années à venir. Donc vraiment un document cadre assorti d'un plan d'action, donc aussi opérationnel, et évidemment assorti de financement avec des possibilités de bonus en fonction des actions proposées et des priorités du territoire et des CAF. Donc, les objectifs de la CTG, c'est identifier les besoins prioritaires des habitants. Donc, au regard de ces besoins, définir les champs d'intervention prioritaires. Pérenniser et optimiser l'offre de services existants, notamment grâce à la mobilisation de financements CAF et d'autres financements. On peut avoir en tête les prestations de services, mais également les bonus territoires. Et également, donc, développer des actions nouvelles par rapport à ces besoins qui ne seraient pas satisfaits par les services existants aujourd'hui. Et enfin, donc, la complémentarité d'actions entre partenaires pour favoriser la transversalité. C'est peut-être ça le point, au final, le plus nouveau porté par les CTG. Élément à avoir en tête, c'est que donc il existe un référentiel national pour l'évaluation des CTG qui est assez récent et qui définit donc des ambitions au niveau national sur ce qu'on attend des évaluations CTG. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le regarder, ce référentiel. Il est assez ambitieux et une manière qu'on peut avoir de le voir pour que ça ne nous fasse pas trop peur, c'est de le voir comme un objectif à atteindre. C'est-à-dire, on est aujourd'hui sur une première génération d'évaluation de CTG, se dire quelles sont les priorités au sein de ce référentiel qui me parlent à moi en tant que collectivité, qui correspondent aux besoins de mon territoire et qui correspondent aussi aux moyens dont je dispose et à où j'en suis dans la mise en œuvre de ma CTG. Et pour avoir échangé avec plusieurs CAF là-dessus, cette approche assez progressive de ce référentiel national semble pertinente puisqu'on est dans une construction d'une évaluation, d'un référentiel, et que donc, voilà, il y a quelque chose qui va s'incrémenter, qui va se faire au fur et à mesure, mais ça semble ambitieux de pouvoir répondre à tous les objectifs du référentiel national pour l'évaluation. Est-ce que vous avez des questions sur les objectifs et sur les attendus? Est-ce que ça vous semble correspondre aux échanges que vous avez eus, vous, avec vos référents CAF territoriaux? Est-ce qu'il y a des spécificités sur vos territoires? N'hésitez pas à allumer votre micro si vous souhaitez prendre la parole. Bon, alors je continue. Donc, si on rentre dans le vif du sujet donc, de l'évaluation de la CTG. Nous, ce qu'on a identifié, c'est qu'en fait, il y avait plusieurs points d'évaluation dans cette démarche, qu'il y avait l'évaluation
du plan d'action. Donc ça, peut-être c'est la chose à laquelle on pense en premier, avec le degré d'avancement des actions. Mais aussi, ce qui nous semblait important, c'était de mesurer la gouvernance, le pilotage de la CTG et également de mesurer les effets produits. C'est-à-dire trois niveaux un peu différents. Si on prend en premier donc, la gouvernance, c'est comment est-ce qu'on a structuré la gouvernance pour notre CTG. Souvent, ce qui se passe, et là, peut-être que vous avez des dispositifs différents, c'est qu'on va avoir un pilotage plutôt politique avec les co-signataires de la CTG, parmi lesquels donc, sont présents la CAF et la collectivité, évidemment, mais également le conseil départemental peut être co-signataire de la CTG. Et là, on va avoir une instance donc, politique avec des arbitrages politiques qui peuvent être faits sur les priorités d'action à mettre en œuvre, l'allocation des moyens, etc. Et très souvent, donc, cette instance politique est soutenue par un appui technique sous forme de comité technique ou comité stratégique, où là, on va avoir plutôt les directeurs de service, le chargé de coopération, le référent territorial CAF et peut-être certains partenaires très impliqués. Et cet appui technique-là, c'est un peu la chambre de préparation des arbitrages pour le comité de pilotage. Et cet appui technique-là, donc ce comité technique, il porte l'évaluation au long cours, c'est-à-dire pas seulement au moment des comités de pilotage, mais plus régulièrement pour pouvoir faire le point avec les partenaires, avec les directeurs de service, pour savoir ce qui fonctionne pas, ce qui a pu être mis en œuvre ou pas. Et un autre volet qui est également mis en œuvre par plusieurs territoires, c'est des commissions thématiques qui reprennent en fait les grands piliers, les grands axes des ambitions des CTG et qui permettent de mobiliser les partenaires qui sont partie prenante du plan d'action de la CTG. Et donc, ça, c'est encore une antichambre où, en fait, on a vraiment un échange qualitatif sur le plan d'action. Au quotidien, comment ça fonctionne ou comment ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et ça vient nourrir les réflexions du comité technique. Donc, on a une sorte de fonctionnement un peu, je ne sais pas si on peut dire en pyramide, mais ou en entonnoir, où on part d'une mobilisation plus importante des partenaires et des acteurs qui vont nourrir les réflexions thématiques, qui vont donc amener des billes pour le comité technique, qui ensuite présentera in fine des possibilités d'arbitrage ou de validation au comité de pilotage. Donc, cette organisation-là, c'est une des organisations qu'on a vues au sein des collectivités. Elle peut être questionnée au regard de l'évaluation par rapport à son efficacité. Est-ce que c'est l'organisation la plus efficace? Est-ce que ça permet des prises de décision rapides? Est-ce que les circuits de validation en interne, plus avec les partenaires, sont efficaces, sont appropriés? Est-ce qu'on mobilise bien les bonnes personnes? Est-ce qu'il n'y a pas trop de gens qui sont mobilisés ou au contraire pas assez pour aussi faciliter cette appropriation globale? L'autre question qu'on peut se poser par rapport à ce format de gouvernance, c'est est-ce que les acteurs qui sont associés sont cohérents, c'est-à-dire ceux qui participent aux commissions thématiques, est-ce que ce sont les bons acteurs? Est-ce qu'on souhaite ouvrir, par exemple, les commissions thématiques aux habitants, aux usagers? Ça, c'est aussi des questions qui se posent. Et auquel cas, quand on ouvre plus largement, comment est-ce qu'on anime? À quelle fréquence, etc. Et sur quoi on questionne, sur quoi on demande des apports lors de ces commissions. Donc ça, c'est pareil, c'est une organisation possible de la gouvernance, du pilotage de la démarche, et quelle que soit l'organisation possible, en tout cas, la pertinence, la cohérence, l'efficacité de ce dispositif, il est à questionner au moment de l'évaluation, puisque l'évaluation, c'est aussi le moment de faire le bilan sur la démarche, surtout si on la fait régulièrement. Et donc, peut-être que la gouvernance, il faut la faire évoluer parce qu'elle ne prend pas, ou en tout cas, elle ne fonctionne pas correctement la première année, puisque c'est un temps de lancement, mais par contre, elle va fonctionner par la suite, etc. Mais donc, ça nous semblait important de se dire qu'il fallait aussi questionner ce pilotage.
Ensuite, quand on réfléchit au plan d'action et à son évaluation, donc là, de façon peut-être un peu plus classique, ce qui nous semblait important à évaluer, c'est donc le degré d'avancement des actions. Et d'un point de vue plus qualitatif, quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre, quelles sont les ressources, quels sont les leviers d'action, et quels sont les moyens nécessaires à la mise en place de ces actions et quels sont les moyens qui ont déjà été affectés pour leur réalisation. Souvent, lorsque on évoque l'évaluation d'un plan d'action, on va mobiliser des indicateurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le choix des indicateurs, il est assez stratégique, au moins pour 3 raisons. Parce que le premier, c'est quels indicateurs vont nous permettre de mesurer les effets produits par les actions. Puisque vous l'avez en tête, quand on construit sa CTG, on a un objectif et ensuite, cet objectif, on le décline par des pistes d'action. Donc, les actions sont bien là pour répondre à un objectif. Donc, de quels indicateurs on dispose pour mesurer les effets produits par nos actions? Est-ce que ça correspond ou pas à l'objectif poursuivi? Il y a également un enjeu d'un référentiel d'évaluation qui est partagé avec les différents partenaires avec lesquels on porte les actions. Et donc, dans le choix des indicateurs, il y a aussi l'importance que ces indicateurs ils soient bien partagés par tous, leur pertinence soit bien partagée par tous les partenaires qui y sont associés à la démarche et que ce ne soit pas simplement un indicateur qui est parlant pour la collectivité ou pour la CAF, mais bien pour les différentes parties prenantes. Donc là, un peu deuxième enjeu pour le choix des indicateurs. Et troisième enjeu, et pas des moindres, c'est la disponibilité des données. C'est-à-dire que si on n'a pas de données au moment de l'évaluation, bon, ça va poser problème. Mais si on n'avait pas de données, ne serait-ce qu'avant l'évaluation, on n'aura pas de T0 pour mesurer les impacts et les effets produits. Donc, ça pose plusieurs questions. C'est quel suivi on a mis en place préalablement à l'évaluation de la CTG pour avoir ces premières données-là. Et également, qu'est-ce qu'on cherche à mesurer? Et est-ce qu'on cherche plutôt à mesurer les moyens qui sont mis en œuvre ou les effets produits ou est-ce qu'on cherche à mesurer la manière dont on met en œuvre les actions, la mobilisation de la collectivité ou les bénéfices auprès des bénéficiaires potentiels, des bénéficiaires ciblés, etc. Donc ça, encore une fois, il n'y a pas de réponse unique, mais ça fait partie des questions qu'il faut se poser au moment du choix des indicateurs. Et notamment, ça peut aussi valoir le coup d'envisager des conventions de partenariat avec certains partenaires pour pouvoir avoir accès à des données, à des indicateurs qui vont permettre justement de faire ce travail d'évaluation de la pertinence, de l'efficacité des actions. Le corollaire du choix des indicateurs, c'est la temporalité, c'est-à-dire à quelle fréquence on regarde ces indicateurs pour voir si nos actions ont porté leurs fruits ou pas. Et donc ça, en fait, la question qui se pose, mais c'est une question plus globale de l'évaluation, c'est est-ce qu'on fait une évaluation très, très régulière, par exemple tous les 6 mois ou tous les ans? Est-ce qu'on fait une évaluation à mi-parcours de la CTG ou est-ce qu'on fait juste une évaluation à la fin et auquel cas, on a un peu moins de fluidité, on va dire, pour faire évoluer la démarche, mais on a plus de temps pour voir les effets de nos actions. Donc, pareil, ça fait partie des éléments qui sont importants à discuter avec votre CAF pour voir ce qui est attendu, qu'est-ce qui est le plus pertinent et qu'est-ce qui est le plus efficace aussi. Évaluer une action tous les 3 mois, peut-être que ça n'a pas de sens, sachant qu'en plus, toutes les actions, souvent, il faut qu'on les répartisse dans le calendrier pour ne pas tout lancer la première année, puisque la collectivité n'a pas les moyens ne serait-ce que humains, de lancer toutes les actions. Donc, bien adapter aussi au calendrier. Ce qu'on peut aussi imaginer, c'est que les commissions thématiques, justement, elles puissent servir à ça, à la fois sur une évaluation quantitative des actions, mais aussi sur une évaluation qualitative, dans la mesure où si on les voit comme des temps d'échange entre partenaires sur la mise en place des actions, des actions qui porteraient leurs fruits, qui auraient des effets produits importants, mais qui seraient compliquées à mettre en œuvre ou complexes, ou pour lesquelles
les partenaires et les agents rencontreraient beaucoup de difficultés, ce serait également important d'avoir cette information donc plus qualitative sur quelle mobilisation ça demande pour quels effets produits. Et donc de bien faire le lien entre les moyens, les effets produits et les difficultés rencontrées. Est-ce que sur ces démarches d'évaluation, vous avez des apports? Est-ce qu'il y a des organisations, des pilotages de CTG que vous avez mis en place qui sont différents? Pauline, peut-être pour commencer, il y a une remarque dans le chat qui semble signaler qu'une évaluation annuelle semble être obligatoire pour la CAF en lien avec les bonus territoires. On peut commencer par là? Oui, merci Chloé, tout à fait. Alors, en effet, quand l'action est adossée à un bonus territoire, l'évaluation annuelle, en tout cas de certains indicateurs de cette action, est nécessaire puisque c'est adossé à des financements. Mais ce n'est pas le cas de toutes les actions qui sont intégrées dans la CTG. Enfin, en tout cas, ça dépend des CTG. C'est-à-dire que dans la CTG, on peut avoir plusieurs types d'actions. Les actions qui sont liées aux prestations de services, les actions qui font l'objet de bonus territoire et d'autres actions qui ne font pas nécessairement l'objet de financement CAF et donc pour lesquelles on peut avoir un peu plus de marge de manœuvre sur l'évaluation. Et après, en fait, la question qui se pose, c'est OK, en termes d'indicateurs, on en a certains qui sont obligatoires d'un point de vue quantitatif, mais d'un point de vue qualitatif dans notre action, nous, qu'est-ce qu'on décide de mettre en place comme évaluation? Et d'ailleurs, ça me fait penser un échange que j'ai eu avec la CAF de la Haute-Garonne qui signalait qu'il y avait eu une interpellation donc des CAF départementales auprès de la CNAF pour questionner le référentiel d'évaluation proposé par la CNAF et demander est-ce qu'il y a des indicateurs auxquels il faut répondre à minima parmi la totalité de la démarche d'évaluation qui est proposée par la CNAF. Et à ce jour, je crois qu'il n'y a pas eu de réponse encore de la CNAF sur les indicateurs à mobiliser à minima, mais que ça pourrait être justement une première grille de lecture sur comment est-ce qu'on évalue en priorité, quel type d'indicateurs on mobilise pour l'évaluation attendue par la CAF ou par la CNAF. Moi, je veux bien prendre la parole et partager une réflexion, notamment sur la question de la gouvernance en fait, de la CTG. Alors, je sais que chaque territoire a ses spécificités et qu'il n'y a pas une gouvernance qui ressemble nécessairement à tous les territoires. Nous, la difficulté qu'on rencontre, c'est la sursollicitation des acteurs sur le territoire. Je vois que ça opine du chef, je pense que c'est un peu partout pareil, au regard de tous les dispositifs qui peuvent être déjà mis en place sur un seul et même territoire. Donc là, nous, on vient de boucler l'évaluation de la première CTG et on est en train de projeter sur comment éviter la sursollicitation pour une meilleure efficacité de suivi, d'animation et d'évaluation de la CTG. Et donc, on s'oriente, on va expérimenter, hein, mais on s'oriente en fait sur l'appui, on va s'appuyer en fait sur les réseaux qui sont déjà existants, réseau parentalité, réseau accès aux droits, etc. Et ou créer des réseaux qui n'existent pas encore et qui mériteraient d'être créés pour ensuite les intégrer de manière sporadique tantôt la CTG, tantôt le PEDT, tantôt les cités éducatives. On est sur un territoire où il y a tout ça, il y a tout ce millefeuille là. Donc, nous, on est dans cette lignée-là. On ne sait pas du tout si c'est valable, valide ou pas. On va travailler ça avec la CAF, mais c'est suite à un constat de sursollicitation et d'épuisement des acteurs associatifs, notamment. Et puis, s'ils sont en réunion, ils ne sont pas sur le terrain. Or, c'est bien là qu'on a besoin d'eux. Bon, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres territoires qui se retrouvent confrontés à ça et si c'est l'espace peut-être pour en échanger rapidement. Oui, bien sûr. En tout cas, ce que je retiens, si j'ai bien compris, vous avez une approche plutôt réseau thématique qui se mobiliserait en fonction des différents dispositifs qui se raccrochent à cette thématique, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça. On ne sait pas si c'est la solution. On essaye de trouver quelque chose qui soit le plus efficient possible. Mhm. Et c'est l'une des pistes qu'on souhaite explorer là, sur la CTG à venir, là, sur Vous êtes sur une 2023-2026. CTG communale ou interco? Compliqué. On était sur une, on était sur une communale. L'Interco a signé la CTG là, en janvier. Et du coup, la ville-centre dont je fais partie, en tant que chargée de coopération, va rentrer dans le cadre d'un avenant. Mais D'accord. on cumule à nous seuls plus de la moitié de la population du territoire avec du QPV, etc., etc. Donc, il y a ce millefeuille-là. Donc, pour le moment, on est Big Blue. Hmm. On est en train de basculer. Ok, Voilà. ok. Donc, est-ce qu'il y a d'autres des territoires, parce que vous mentionniez deux choses, hein, la sursollicitation des acteurs Oui. due à la multiplicité des dispositifs existants et une partie de réponse, en tout cas celle que vous allez expérimenter sur des réseaux existants ou à créer en fonction des thématiques de ces dispositifs, qui correspondent donc aux différentes thématiques de la CTG ou c'est plus large que ça? Bah, on est en train de réfléchir à ça. En fait, la réflexion qu'on a, c'est si le rôle de la CTG, c'est optimiser l'offre de services sur un territoire, la question de la sollicitation des acteurs, par conséquent, c'est un impact. Donc, pour le moment, on est en réflexion là-dessus. Ça va se travailler. Peut-être qu'il y aura des entrées thématiques plus fines, plus poussées en fonction des axes prioritaires qui seraient donnés. Et en même temps, il faut le croiser avec les besoins des acteurs de terrain. Je ne sais pas, je vais parler d'un réseau d'acteurs jeunesse, par exemple, où il y a un besoin de faciliter l'interconnaissance entre les acteurs, où il y a besoin de projets communs aux gens de se repérer pour fluidifier en fait l'orientation des publics. Donc voilà, il y a tous ces enjeux-là qui viennent se cumuler. On essaye de trouver la solution miracle. Je ne sais pas s'il y en a. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ce partage d'expérience. Est-ce que ça évoque d'autres réflexions ou ça suscite d'autres réactions sur la sursollicitation des acteurs notamment? Oui, nous, du coup, pour la CTG, c'est à l'échelle de l'Interco et c'est donc basé sur 27 communes, donc ça fait quand même pas mal de personnes sollicitées. Donc je comprends tout à fait cette problématique. Du coup, ce qu'on a opté, c'est de solliciter les personnes sur un temps donné sur le calendrier. C'est-à-dire que du coup, on fonctionne sous trois instances de gouvernance, donc comité de pilotage, comité technique et groupe de travail avec tous les acteurs locaux, les directeurs de structures, les associations, etc. Et donc cette dernière instance, on va la mobiliser entre avril et août pour laisser notamment la rentrée un peu, la partie de la rentrée un peu tranquille. Et on va essayer de faire soit une journée grossière et où on aborde plusieurs thématiques, ou en tout cas on essaye de recentrer un maximum les temps d'intervention de ces acteurs locaux qui sont déjà pas mal sollicités pour ne pas trop impacter leur emploi du temps justement. Donc, vous optez pour une saisonnalité de l'animation partenariale et des temps de bilan. Au final, si vous êtes sur un temps par an, c'est à peu près un temps de bilan annuel, c'est ça? C'est ça. En fait, au début, on fera donc des groupes de travail donc pour essayer de faire des propositions pour mettre en place les fiches actions. Et oui, ensuite, on fera un petit temps pour l'évaluation de ces fiches actions avec eux. Mais oui, du coup, ce sera par saisonnalité pour essayer de pas trop impacter justement leur emploi du temps et leur intervention sur le terrain. Ok. Et Donc, est-ce que voilà. vous profitez de ces temps-là pour faire aussi du partage d'informations? Enfin, est-ce que c'est aussi un moment justement d'animation partenariale pour la rencontre des acteurs, pour peut-être avoir d'autres idées de projets communs ou est-ce que c'est vraiment centré CTG? On a déjà des fiches actions sur la mise en place de réseaux. Il y a déjà des réseaux qui existent, mais pas sur toutes les thématiques que la CTG aborde.
Et il y a surtout des temps officieux, entre guillemets, où les partenaires échangent entre eux. Mais sur la partie animation, c'est surtout basé sur la CTG. Après, à chaque début de temps, on fait des présentations autour de table pour que chacun connaisse son interlocuteur et puisse aussi mettre un visage sur la personne qui a peut-être par mail. Et comme ça leur permet après de manière officieuse de se revoir à la fin des temps et d'échanger sur les problématiques. Voilà. Et je voulais aussi proposer un petit outil. Par exemple, nous, du coup, on a 23 fiches actions à mettre en place jusqu'en 2026. Et du coup, je me suis dit que j'allais tenir un petit tableau de bord pour chaque fiche action avec les réunions et les éléments qui abordent justement la fiche action pour faciliter un petit peu le bilan annuel et le bilan de la CTG de manière globale. Comme ça me fait un petit tableau de bord en fait qui retrace tout le travail qui sera mené, quoi. Voilà, donc ça peut être intéressant pour les autres personnes, ça peut être Tout à utile. fait. Est-ce que ce tableau de bord, vous le partagez avec les partenaires qui sont associés aux actions? Parce que justement, c'est une des pistes dans la manière dont on peut mobiliser les partenaires, c'est avoir des outils informatiques partagés pour le suivi, mais aussi, pourquoi pas, pour les questionnements, enfin, en tout cas, pour compiler de la matière, soit en prévision de réunion, soit justement en prévision de l'évaluation. Pour le moment, le tableau de bord était essentiellement pour moi, pour l'évaluation. Après, c'est un peu compliqué dans le sens où les institutions, enfin les mairies n'ont pas les mêmes règles informatiques. Donc, du coup, pour faire rien que des réunions à distanciel, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les mêmes supports, etc. Donc, pour le partage de données, c'est un peu complexe aussi, mais c'est vrai que ça peut être un outil intéressant à partager avec les partenaires. J'y avais pas pensé. Vous faites bien de me lancer sur cette réflexion. Oui, effectivement, hein, mais l'obstacle que vous soulignez sur la compatibilité des systèmes informatiques, c'est quand même un vrai obstacle. Mais enfin voilà, après, ou imaginer un format autre, mais pour pouvoir avoir un document support partagé par tous, qui facilite aussi la contribution, même si ce n'est pas les outils forcément les plus intuitifs, ça peut permettre des contributions des uns et des autres. C'est vrai. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir ou réagir? Pauline, si tu veux jeter un œil, il y avait une prise de parole aussi via le chat. Ah oui, donc des constats partagés, une fiche d'évaluation assez pragmatique à l'intention des partenaires avec un pré-remplissage, OK, et une synthèse analytique, soumettre à l'ensemble des acteurs de notre CTG. OK, donc là, c'est le partage d'expérience d'une intercommunalité en milieu rural. Dans les échanges avec la CAF, ça me faisait aussi penser que une des pistes pour l'évaluation, c'était sur l'évaluation de la démarche. Donc, est-ce que ce cadre de contractualisation entre la CAF et la collectivité remplit ses objectifs? Et donc, de pouvoir aussi faire passer un questionnaire au sein des différents services porteurs d'action de la CTG pour avoir leur retour d'expérience, leur retour de terrain à eux, à la fois sur la réalisation des actions, mais surtout sur, voilà, est-ce que ce nouveau cadre, est-ce que cette feuille de route permet plus d'efficacité dans les échanges avec la CAF et permet plus d'efficacité aussi dans les arbitrages, les prises de décision, peut-être les validations de financement, etc. Donc ça peut aussi être un outil d'évaluation en interne pour savoir si la CTG remplit ses objectifs. Vous parliez tout à l'heure d'optimisation des ressources sur le terrain, c'est un des objectifs de la CTG, mais aussi la fluidité des prises de décision, des arbitrages, des échanges avec la CAF.
Donc ça peut aussi être un outil à imaginer. Alors peut-être pas annuellement, peut-être à mi-parcours, le temps que plusieurs services se saisissent des actions, mais ça peut être aussi un élément à mettre en place. Je vais passer au 3e point. Donc justement sur la mobilisation des partenaires, des habitants et des usagers. Parmi les mobilisations possibles, la première, évidemment, c'est la signature de la CTG. Donc, qui est signataire de la CTG? Je disais en introduction, la CAF et la collectivité, évidemment, mais dans certains départements, le conseil départemental est co-signataire de la CTG et exprime à cette occasion aussi sa volonté de participer, d'accompagner et notamment d'associer les MDS plus fortement dans la démarche partenariale. Donc ça peut être une première brique d'association, même si ce n'est pas au moment de l'évaluation, mais au moment de la signature. Deuxième possibilité pour associer donc, les partenaires et les parties prenantes, c'est un questionnement régulier, que ce soit sous forme de questionnaire, peut-être aussi de temps plus qualitatif, pourquoi pas quelques entretiens, ou ce qu'on appelle des fiches de remontée d'informations, c'est-à-dire vraiment des questionnaires très courts mais ciblés sur est-ce que ça répond à vos besoins sur tel point, quelles sont les difficultés rencontrées, donc pour avoir aussi un retour plus qualitatif. Et ce questionnement, il peut être adressé à la fois aux agents, à la fois aux partenaires et à la fois aux habitants et aux usagers, où là, on peut envisager des formats différents, donc soit des enquêtes pour les habitants et les usagers, notamment en ayant l'opportunité de pouvoir s'appuyer sur le partenariat avec la CAF, justement pour pouvoir avoir accès au répertoire des usagers ou des bénéficiaires de certaines actions. Mais il y a un territoire qui nous dit que la MSA est signataire de leur CTG. Donc ça, c'est en effet très intéressant, le fait de pouvoir associer des acteurs stratégiques au moment de la signature. Ça peut vraiment être un moyen de mobilisation au long cours. Alors, je regarde en direct. Et la CPAM. OK, c'est super intéressant. Donc, on a d'autres acteurs fortement engagés qui peuvent être co-signataires. Également, un autre moyen de mobilisation des partenaires, c'est la dynamique partenariale, donc l'animation de cette dynamique partenariale et le fait de le faire régulièrement et dans la durée. Et donc ça, on sait que c'est chronophage pour le chargé de coopération, c'est aussi chronophage pour les acteurs sur le terrain. On l'évoquait tout à l'heure, la forte sollicitation des partenaires. Néanmoins, c'est une condition de réussite de la CTG, mais aussi d'autres dispositifs. Donc, ce que vous évoquiez tout à l'heure, de peut-être arriver à fusionner ces temps avec d'autres temps ou de les combiner pour que ce soit plus efficace, ça, c'est vraiment une piste intéressante. Et là, pour donc, cette animation de la dynamique partenariale, on peut imaginer donc, les commissions thématiques que j'évoquais plus précédemment, mais également, pourquoi pas des journées de séminaire, où là, c'est à la fois un temps de bilan, mais aussi un temps de rencontre, et que ça permet de travailler l'interconnaissance des acteurs, de peut-être aussi diffuser de l'information sur les dispositifs qui sont mis en œuvre par les différents partenaires, etc. Et ça peut être aussi donc, des documents partagés avec les partenaires, on l'évoquait juste avant, et pourquoi pas des conventions de partage de données envisagées, notamment, c'était une réflexion qu'on avait menée avec une collectivité qui voulait travailler sur l'accès aux droits, et de pouvoir envisager des conventions de partenariat pour travailler mieux sur le repérage de personnes qui seraient en difficulté d'accès aux droits. Donc ça, à voir avec les partenaires qui sont présents sur le territoire, mais ça peut aussi être une manière de les mobiliser et de les mobiliser au long cours, puisque dès lors, ils sont partie prenante, pas forcément de la mise en œuvre de l'action, mais en tout cas de son évaluation. Pareil, on pouvait dire,
sur des actions type renforcer l'accès aux droits, quelles sont les aides qui sont les plus sollicitées, est-ce qu'on voit une évolution dans les sollicitations de ces aides, même si c'est auprès de partenaires, et que ça permet de travailler à l'évaluation et donc de réfléchir ensuite sur la base de ces résultats-là, comment est-ce qu'on ajuste pour travailler un meilleur accès aux droits avec tel partenaire, avec tel autre partenaire, et donc à adapter en fonction des publics. Donc ça, c'est aussi possible de le mettre en œuvre, et c'est à voir au cas par cas. Ce qu'il en ressort, c'est évidemment le rôle crucial du chargé de coopération ou de la chargée de coopération dans cette animation, à la fois sur la mise en œuvre de temps réguliers qui sont liés à l'évaluation, mais aussi au temps de rencontre, et pas seulement la mise en œuvre, mais aussi l'animation et la mobilisation, la communication, etc. Donc ça, on sait que c'est un point qui est chronophage, qui nécessite beaucoup de relance, d'organisation, etc., mais qui nous semble être une condition de réussite des CTG. Donc, je ne sais pas, vous, en tant que chargé de coopération, comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment nécessaire? Ça dépend aussi, bien sûr, des territoires, c'est-à-dire qu'il y a des territoires où les partenariats sont déjà très forts et peut-être qu'il y a moins besoin d'alimenter ou que les instances étaient préexistantes au CTG. Mais peut-être que sur des territoires où c'est moins le cas, vous l'avez identifié comme un vrai enjeu. Du côté des chargés de coopération, est-ce que ça vous parle, là, ce travail d'animation Moi, je veux toujours bien parler si personne veut prendre la parole. Comme ça, je prends, j'engrange aussi. Moi, ça fait que 8 mois que je suis sur le poste, donc j'expérimente moi aussi. Ce dont je me rends compte, c'est que c'est difficile de faire la place du dispositif sur le territoire, de fait. Parce que c'est complexe, que c'est vaste et qu'il y a déjà tout un travail de pédagogie à faire en interne sur ce qu'est la CTG, sans parler des axes de développement qui ont été établis, l'intérêt que ça a, l'impact que ça peut avoir, et que l'idée, c'est que la première réaction, c'est encore un dispositif supplémentaire. Donc, du coup, la mobilisation, pour moi, elle en pâtit, en fait, parce qu'il y a déjà cette première étape de sensibilisation sur ce qu'est la CTG, dans sa complexité, mais dans sa richesse. Donc, ça, c'est un frein, je trouve, à la mobilisation, plutôt en interne qu'en externe, parce que même si les acteurs ne sont pas forcément au clair sur ce qu'est la CTG, il y a dans tous les cas cet intérêt, et quand je parle de partenaires, c'est souvent des associations, il faut le dire, il y a cet intérêt partagé de pouvoir croiser et de pouvoir avancer au bénéfice des publics. Donc finalement, que ce soit la CTG ou autre chose, ils sont plutôt partants, quoi. Par contre, en interne, je rencontre moi pas mal de freins qui sont inconscients, je pense, hein, mais pour moi, c'est la première phase, en fait. Travailler en interne là-dessus. Ouais, c'est très intéressant parce que justement, c'est le dernier point de comment on s'organise en interne pour travailler là-dessus. Mais c'est vrai qu'en fait, on s'est rendu compte que ça peut aussi induire des changements dans les manières de travailler au sein des services, et que il y a besoin à la fois de pédagogie auprès des élus, vous le disiez, auprès des directeurs, directrices de services et auprès des agents et des agentes. Et que avant de pouvoir mettre en place un travail en transversalité, ne serait-ce que les réflexes d'information, de remontée de besoins, de suivi des réunions, etc., c'est déjà un changement dans la manière de travailler qui prend du temps pour être mis en place. Donc ça, on le retrouve dans plusieurs collectivités. Moi, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que nous, la CTG, elle a été signée en décembre 2022. Et en tant que chargée de coopération, ma plus grosse difficulté, c'est de mobiliser en interne. Parce que vraiment, on arrive, c'est nouveau. Alors nous, on en est à la première. Hein, donc, peut-être que la deuxième, c'est plus facile, j'espère en tout cas. Mais en tout cas, pour la première, ce qui est très, très difficile, c'est
mobiliser, surtout en interne, pour montrer quelle sera la plus-value de ce dispositif qui peut paraître de l'extérieur un peu comme une usine à gaz ou un peu comme quelque chose qui existe déjà de façon plus ou moins, j'allais dire, empirique ou ponctuelle, mais en tout cas qui est déjà... moi, ce qu'on me répond souvent, c'est « mais on fait déjà les choses sans vous. Vous apportez quoi de plus ?» Et je crois que moi, je mets beaucoup d'espoir dans la réalisation de certaines fiches actions. Quand je dis de la réalisation, c'est vraiment dans l'aspect concret. Et je pense que plus on aura des résultats concrets à montrer aussi, plus on arrivera mieux on arrivera à faire partie du paysage, ce qui n'est pas du tout le cas, en tout cas pour nous actuellement. Et c'est vrai que cette notion d'évaluation, moi en tant que chargée de coopération, même si on l'a prévu intrinsèquement dans la démarche, j'en suis encore tellement loin parce qu'au bout d'1 an, je suis encore en train d'expliquer en interne à la fois la légitimité de mes interventions aussi dans certaines instances, de mes actions, et puis d'expliquer aussi aux partenaires, mais les partenaires, ils sont de bonne volonté. Après, ils sont sursollicités, je rejoins aussi ce qui avait été dit auparavant. Voilà. Merci beaucoup pour votre contribution, Nathalie. Ça m'amène, résultat, assez directement à la question d'après, qui est quelle organisation en interne pour l'évaluation de la CTG. Nous, on a identifié donc plusieurs points à réfléchir, donc soit en amont de la mise en place de la CTG, soit après, une fois qu'elle est signée, directement lors de la mise en œuvre. Donc, il y a la question de la facilitation du rôle du coordinateur ou de la coordinatrice grâce à un organigramme adapté. Donc là, ce qu'on avait en tête, et les différents retours d'expérience qu'on a, c'est que c'est important que le poste soit rattaché, si possible, directement au DGS, en fait, pour pouvoir porter cette transversalité et pour pouvoir répondre à ce que vous disiez, Nathalie, en disant moi, parfois, on questionne ma légitimité dans certaines instances. Donc, c'est une manière de pouvoir... alors, ça supprimera certainement pas tous les questionnements, mais bon, certains. Soit à minima rattaché à un DGA, mais c'est vrai qu'au sein des... ou à une DGA, au sein des... quand on est chargé de coopération au sein d'un service, voilà, bien sûr, ça dépend du fonctionnement interne de la collectivité, mais ça peut poser ces questions de légitimité et de fonctionnement collectif. Deuxième point, donc le profil de poste qui est à bien définir, puisqu'on l'a vu, en fait, le rôle du chargé ou de la chargée de coopération est crucial dans le portage et la réalisation, la concrétisation de la CTG. Et donc, à la fois ce travail de suivi, ce travail d'animation, ce travail de pédagogie auprès des services, des partenaires et des élus, et que donc, voilà, il y a un enjeu dans les compétences et l'accompagnement, la formation aussi, qui est proposé pour les chargés de coopération, pour arriver à se saisir des différentes facettes du poste pour pouvoir le travailler. Et ça nous semble être un enjeu important. L'autre point, donc, c'est dédier des moyens et du temps. Donc, ça semble être une évidence, mais en fait, il y a beaucoup de sollicitations. On est déjà souvent un peu le nez dans le guidon, donc il faut dégager du temps en plus pour faire ça. Et c'était aussi un peu le retour que vous évoquiez, Nathalie, sur vos collègues, en disant, nous, en fait, on le fait déjà, ça, donc on ne va pas se remobiliser sur un autre dispositif. Mais donc ça, en termes d'anticipation, si jamais il y a des DGS parmi vous, que c'est quelque chose à anticiper, que ce suivi, cette évaluation, au-delà de la mise en œuvre et cette animation partenariale, elle prend du temps et donc c'est quelque chose à anticiper. Et enfin, donc, travailler la transversalité entre les services concernés, en dehors des temps de copile, mais bien au long cours, dans la mise en œuvre des actions, dans la remontée d'informations, l'expression de difficultés aussi, ou de choses qui fonctionnent, pour pouvoir ajuster au fur et à mesure, sans attendre les temps d'évaluation, on va dire, plus officiels, pour pouvoir corriger le tir ou changer les modalités de fonctionnement
en interne. Donc là, ça marche aussi avec les partenaires, mais le travail avec les services nous semblait vraiment important et a été identifié dans plusieurs CTG par les collectivités comme étant un enjeu de, en fait, le travail en transversalité modifie les méthodes de travail, modifie les canaux de communication, modifie les circuits de validation aussi. Et donc ça pose des questionnements en interne sur l'organisation et ça nécessite surtout au début du temps d'appropriation, de pédagogie, d'explication et de peut-être créer des canaux ou des temps d'échange nouveaux ou différents pour pouvoir travailler cette transversalité. Est-ce que ça, donc là, au final, vous l'évoquiez, hein, c'est des difficultés que vous rencontrez. Est-ce qu'il y a d'autres territoires, d'autres collectivités qui, au contraire, trouvent que ça a permis de fluidifier le travail ou la transversalité? Pauline. Oui. Sinon, peut-être avant tout, il y a une question de Elsa qui voudrait en savoir un peu Sur plus. l'accompagnement à la formation? Oui, exactement. Donc ça, moi, j'ai pas de… Alors, il y a deux choses, deux éléments que je peux apporter. Le premier, c'est dans un échange avec la CAF de Haute-Garonne, donc elle qui souhaite mettre en place un accompagnement pour les chargés de coopération et notamment, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine, déjà un temps d'échange entre les différents chargés de coopération CTG pour… se rencontrer, partager les questionnements, partager les attendus aussi de la CAF, etc. Je ne sais pas si c'est adossé à un programme de formation, donc ça, peut-être à voir avec votre référent territorial CAF. Et après, sur la formation, nous, c'est quelque chose qu'on a identifié au moment de la rédaction de CTG, c'est-à-dire prévoir un programme de formation, que ce soit par exemple de la gestion de projet, que ce soit de l'animation en fonction des besoins et du profil de la personne qui est recrutée pour le poste, mais que c'est quelque chose à anticiper par la collectivité parce que ce sont des postes tellement hybrides que ça nécessite des besoins en formation. Mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est pris en charge ou totalement ou partiellement par les CAF. Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs des billes là-dessus. Je vois que Claire GM a levé la main, donc si vous voulez intervenir. Oui, en fait, c'est sur la question, la question précédente. Donc, sur la question de la formation, quand les coordinations ont été créées dans les années, quand les postes de coordination sur les anciens CEJ, autrefois CTL, CE, etc., il y a eu tout un processus qui s'est mis en place. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, j'arrivais en poste, ça m'a beaucoup aidé. Donc là, aujourd'hui, je ne me sens pas concernée par la question de la formation, typiquement du chargé de COP. En revanche, je pense que c'est intéressant et important de relayer pour que ça puisse exister, voilà, si ça n'existe pas. Parce que c'est vrai que la méthodo, comme vous le dites, le travail en partenariat, la transversalité systémique, enfin tout ça, c'est… ouais, ça questionne à chaque instant, quoi. Donc, je ne sais pas, là, je m'adresse à ETA pour, je ne sais pas quel impact vous pouvez avoir sur les politiques publiques, mais si grâce à vous, ou si grâce à vous ou par vous, ou vous êtes aussi peut-être producteur d'offres en termes de formation, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est bienvenu, quoi, toujours. Ouais. Donc, notre impact sur les politiques publiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a la chance d'avoir des échanges réguliers avec différentes CAF. Là, je vois dans les échanges dans le chat qu'en fait, il y a beaucoup de CAF qui mettent en tout cas plusieurs CAF qui mettent en place soit des temps d'échange, soit des offres de formation pour les chargés de coopération. Nous, c'est un besoin qui nous a été remonté aussi de la part de plusieurs collectivités de dire, en fait, nous, on aurait aussi besoin de formation sur notamment l'animation de la dynamique partenariale. Donc, c'est des choses auxquelles on réfléchit, mais qui ne sont pas formalisées maintenant. Mais en tout cas, voilà, votre témoignage montre bien que les chargés de coopération, au moment où prennent le poste, ont vraiment un enjeu
de partage d'expérience, en fait, et Ouais, c'est ça. d'un lieu où on peut poser ces questions, quoi. Après, pour les territoires en milieu rural, nous, on s'appuie beaucoup sur Cap Rural, parce qu'en fait, ce n'est pas des formations de chargés de COP, mais c'est des formations quand même d'agents de développement, et c'est très, très proche, en fait. C'est vraiment, il y a vraiment des similitudes. Donc, bon, je ne sais pas si c'est comment dire, un apport intéressant pour les collègues qui y participent là, mais ouais, ça peut être aussi une piste, quoi. Ça n'a pas la dénomination forcément de chargé de COP, mais agent de développement d'un territoire, en fait, c'est ces missions-là, hein, qu'on attend de nous, donc sur le champ de l'action sociale, quoi, en fait, en quelque sorte, hein, de l'action, de l'animation et de. Ouais. Merci beaucoup pour votre contribution. Est-ce que vous avez connaissance sur vos territoires respectifs d'autres structures qui peuvent proposer des formations ou un accompagnement? Non. En tout cas, il y a un besoin. OK. Je vois qu'on arrive à la fin du webinaire. Chloé, je me tourne vers toi. Est-ce qu'on a quelque chose avec les premiers, le brise-glace? Ouais, totalement. Hop, je prends la main sur le partage d'écran, du coup. Ouais, j'arrête le mien. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez mon écran? Et donc, voilà comment se présentent vos retours par rapport au brise-glace qui avait été effectué au tout début. Donc, on voit ce qui ressort le plus, c'est la concertation pour une évaluation réussie, l'évaluation partagée. Donc, on parlait tout à l'heure du choix des indicateurs, mais au final, d'une association peut-être régulière, d'une mobilisation régulière des acteurs pour l'évaluation et donc la question cruciale des indicateurs. Et ça, c'est vrai que, bon, nous, chez ITER, on a l'habitude de de traiter les données, pas les manipuler. Donc, c'est vrai que le choix des indicateurs, c'est quand même quelque chose qui est assez crucial et peut-être qu'on ne se pose pas assez la question au moment où on lance le plan d'action et que ça nécessitera des ajustements par la suite. Mais résultat, peut-être que les premières années elles ont un risque d'être des années blanches en termes d'évaluation si on n'a pas bien déterminé les indicateurs. Ce que je note aussi, c'est l'évaluation de la part des partenaires et des élus. Et c'est vrai qu'on en a parlé au moment du pilotage, mais de façon plus générale, vous mentionniez aussi tout à l'heure le fait de pouvoir faire de la pédagogie, que les élus voient la pertinence de la démarche, ses apports. Ça, c'est un enjeu fort d'avoir ce travail d'appropriation qui peut soit se faire au moment de l'élaboration. Nous, on le voit dans les collectivités qu'on accompagne, cet enjeu d'appropriation dès le début, qui est important. Et après, ce que vous évoquiez aussi, Nathalie, c'était le fait peut-être que de montrer les réalisations de la CTG, ça pourrait participer à ce travail de pédagogie et de montrer la pertinence de la démarche. Et peut-être que ça, c'est quelque chose à imaginer un peu peut-être sous forme de temps fort régulier pour montrer qu'est-ce qui a été mis en place, quels sont les effets produits, à la fois pour les agents, pour les partenaires, peut-être aussi pour les usagers, mais pour les élus, d'avoir quelque chose de très concret, un peu de retour sur investissement. Donc ça me semble quelque chose qui peut être mis en place. Et je pense notamment à une collectivité qui, au moment de la signature de sa CTG, donc ce n'était pas encore l'évaluation, a profité en fait du temps fort qu'elle avait organisé pour la signature pour mettre en avant une initiative, une des premières actions qui allait être lancée dans le cadre de la CTG à destination de bénévoles. Elle travaillait sur la mobilisation d'un collectif de bénévoles et donc sous le principe un peu d'ambassadeur. Et donc, ils ont profité de la cérémonie de signature pour remettre, je ne sais plus si c'était un diplôme ou quelque chose, aux ambassadeurs qui allait qui incarnait au final une des premières actions de la CTG. Et je trouvais que c'était intéressant de mixer les deux puisque ça donnait une assise très concrète à un dispositif qui peut sembler abstrait.
Si on n'a pas plus d'apports, je vous remercie tous et toutes pour votre participation, votre écoute, vos contributions. Je suis très contente d'avoir eu une trentaine de participants pour ce webinaire. Et donc, on vous tiendra informé avec plaisir des suites qui seront données à ce webinaire. Et également, voilà, si on en organise d'autres et que celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à faire passer l'information. Nous, on est toujours contents d'avoir aussi ces temps d'échange privilégiés avec les collectivités. Donc, merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.